certains connaissent déjà le projet. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter un peu plus les tenants et aboutissants de ce projet, comment est-ce qu'il a vu le jour, de quel constat est-ce qu'il est parti, pourquoi est-ce qu'il a été mis en œuvre, comment est-ce qu'il a été mis en œuvre et quels sont les résultats qu'on observe aujourd'hui. Et donc j'ai vraiment intitulé ça « Quel pont créer entre la recherche et la pratique clinique en psychologie à travers les âges » pour toucher un peu tous vos pratiques et vos réalités et créer des ponts parce que nous, chez Tool to Care, c'est vraiment quelque chose qui est très important, mais je vous expliquerai tout ça après. Donc, ce que je vous propose pour aujourd'hui, c'est de commencer avec le contexte dans lequel le projet est né. Donc, on va parler de BP, donc Evidence Based Practice. Qu'est-ce que c'est le BP? Contextuellement, comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que ça se met en place? Quelles sont les limites aussi de cette BP? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est des recommandations, mais qui ne sont pas encore totalement suivies. Donc, quelles sont les limites de cette approche? Puis l'émergence du projet par rapport à ce contexte, donc les fondements, la méthodologie du projet pour le réaliser, les résultats qu'on observe aujourd'hui déjà, qu'est-ce qu'on a mis en place, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on peut mettre encore en place ensuite. Donc là on parlera des limites du projet et des alternatives qu'on propose déjà, et puis on terminera la présentation avec une conclusion générale de tout ce qu'on a dit. Donc pour commencer, le BP. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec ce terme, avec cette approche. Donc le BP, j'ai quand même remis en dessous l'Evidence-Based Practice, donc la pratique basée sur les preuves. Donc pour définir simplement et rapidement le BP, on peut dire que en fait, c'est le fait d'utiliser des sources d'informations différentes et complémentaires pour prendre les meilleures décisions pour un patient. Ça vient à l'origine de la médecine, donc c'est vraiment essentiellement en médecine qu'ils utilisaient ça d'abord et maintenant c'est une approche qui s'est étendue aussi à la psychologie, neuropsychologie et l'orthophonie. Et en fait cette approche, elle a pour objectif d'aider le clinicien à répondre aux exigences éthiques de sa profession et plus précisément au premier axe du code éthique qui est être bienveillant et ne pas nuire. La réponse aussi et l'objectif de cette approche, c'est vraiment de réduire l'incertitude dans laquelle est le clinicien dans sa pratique, de pouvoir répondre à cette obligation de moyens qu'on a dans nos professions et pas forcément de résultats, mais vraiment de mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir atteindre l'efficacité thérapeutique et augmenter l'efficacité de notre approche. Et donc voilà, l'approche EBP, elle vient ici pour répondre à tous ces besoins. Et donc voilà, et donc vraiment l'objectif de diminuer cette incertitude. Cette approche, elle se compose de 4 piliers, 4 sources d'informations différentes. Je vais passer vite ici si vous connaissez déjà, mais voilà, je voulais quand même qu'on soit tous à jour et bien au clair sur ça. Donc les 4 piliers, les 4 sources d'informations sont le patient, le clinicien, le contexte environnement et le pilier recherche. Donc pour passer rapidement en revue ces piliers, on va commencer par le premier qui est le plus important puisque c'est sur celui-ci qu'à la base s'est développée l'approche EBP, donc le pilier patient. Et donc ici, les données de la littérature montrent qu'il y a beaucoup de variables, qu'il y a différentes variables qui sont liées au patient qui influencent l'efficacité thérapeutique. Et donc c'est important de les prendre en compte. Ces différentes variables, ça peut être les difficultés du patient, ses comorbidités, ses handicaps, sa vision de ses difficultés, sa vision aussi de sa trajectoire de soins. Ça va être aussi ses capacités, ses croyances, ses religions, tout ce qui va être ses souhaits en termes de projet de vie aussi, et qui sont des variables et des éléments qui vont impacter l'efficacité thérapeutique et qu'on doit intégrer dans la prise de décision pour se dire que notre prise en charge pourrait être réaliste dans sa réalisation. Ensuite, on a le second pilier qui est le pilier clinicien. Et donc là, ici, le pilier clinicien, il va renfermer l'expérience et l'expertise du clinicien. Donc d'une part, on va avoir tout ce qui est connaissances plus théoriques du clinicien qui vont être acquises avec le temps, avec les formations, avec les études, etc. Et on va avoir les connaissances extraites directement de sa pratique, donc avec le temps, au fur et à mesure des patients qu'on voit, au fur et à mesure des domaines dans lesquels on se spécialise aussi. Et donc tous ces éléments vont constituer l'expérience et l'expertise du clinicien et sont des éléments à prendre également en compte quand on prend une décision clinique. Donc par exemple, en fonction du choix des outils d'évaluation qu'on va faire, on va plutôt s'orienter vers des outils sur lesquels on est formé, qu'on sait utiliser, qui sont liés à notre domaine tout simplement. Donc si on est orthophoniste, on ne va peut-être pas utiliser des outils de psychologue, bien qu'on puisse les connaître, on n'est pas obligé de les utiliser parce que ce n'est pas forcément dans nos compétences. Donc voilà, donc c'est vraiment ce qui est lié à nous-mêmes.
Le troisième pilier, il est plus récent. Il a été introduit parce que, en fait, voilà, identifié comme étant aussi impactant l'efficacité de la prise en charge. Donc là, il s'agit du pilier contexte et environnement. Et donc ici, ce pilier, il regroupe en fait les contraintes pragmatiques qui vont entourer la prise en charge. Donc ça va être les ressources qui vont être liées aux politiques de santé, donc par exemple au remboursement des soins, au modèle d'organisation des soins, donc dans quel contexte est-ce que la prise en charge va se dérouler, et aux infrastructures et au matériel qui va être disponible. Donc pour vous donner un exemple peut-être un peu plus concret, par exemple la téléconsultation. Donc le fait de pouvoir réaliser en distanciel, en visioconférence, une prise en charge avec un patient en tant que psychologue, neuropsychologue, orthophoniste. On a vu ce phénomène exploser avec le Covid. Ça a été une réponse, une alternative qui a été trouvée. Ce contexte de Covid a favorisé cette mise en place, alors qu'avant, il n'y avait pas de remboursement si le patient n'était pas présent sur place à la séance. En tout cas, en Belgique, c'est la réglementation. Par contre, pour des cliniciens qui sont dans un hôpital où le réseau pourrait être mauvais et où Internet serait mauvais, les ordinateurs sont peut-être un peu vieux et où il n'y a pas de caméra, là on comprend que la téléconsultation va être compliquée à mettre en place. C'est ce genre d'éléments qu'il faut prendre en compte pour se dire que ce sont des ingrédients importants pour que la prise en charge soit efficace. Et le dernier pilier, c'est le pilier recherche. Pilier recherche qui est très important, qui est central, on en parle souvent et malheureusement on réduit souvent l'approche EBP à ce pilier recherche qui est certes important mais qui n'est pas le seul pilier. Et ce pilier en fait il implique d'identifier au sein de la littérature des données qui vont être de qualité, qui vont être valides, qui vont être actuelles et qui vont être pertinentes pour la situation clinique dans laquelle on se trouve. Donc ça ici c'est vraiment les 4 piliers fondamentaux de l'EBP, donc on a revu un petit peu ces éléments-là. Et maintenant j'aimerais aussi introduire la notion d'EBA, Evidence Based Assessment. Et donc c'est le prolongement de l'EBP, on va dire, appliqué spécifiquement à l'évaluation dans la pratique clinique. Et pourquoi est-ce que on s'est vraiment focalisé sur ce prolongement de l'EBP dans l'évaluation? Parce qu'il y a plusieurs auteurs qui ont dit dans la littérature que pour fournir une thérapie qui est appropriée à ces patients, il est essentiel de réaliser une évaluation qui va être complète et précise en utilisant des outils qui sont fiables, valides et adaptés. C'est vraiment la volonté de dire, la croyance aussi de dire que les décisions cliniques thérapeutiques vont être prises sur base de résultats à une évaluation. Et donc si ces résultats ne sont pas fiables, valides, adaptés, parce qu'ils n'ont pas été réalisés avec des bons outils, alors on va prendre des décisions thérapeutiques sur des bases malsaines, en quelque sorte, qui ne vont pas être complètes, qui ne vont pas nous permettre d'aller vraiment loin dans la prise en charge et donc diminuer l'efficacité thérapeutique. C'est pour ça qu'on se concentre sur ce concept d'EBA, Evidence Based Assessment, et donc ici qui reprend également les 4 piliers qu'on retrouve dans l'EBP. Et donc par exemple pour le patient, on prendra en compte l'âge du patient, on prendra en compte par exemple sa langue maternelle aussi, donc on verra en fonction de l'outil qu'on utilisera, on prendra ces caractéristiques en compte. Par rapport à l'expertise du clinicien, je donnais un exemple tout à l'heure, en fonction de la formation du clinicien, les outils ne seront peut-être pas forcément appropriés pour le clinicien en fonction de ce qu'il sait faire passer, de ce qu'il sait analyser, etc. Également au niveau recherche, de pouvoir aller chercher les outils qui sont les plus pertinents pour la situation clinique dans laquelle on est. Et au niveau du pilier contexte environnemental, est-ce qu'on a les moyens de faire passer cet outil? Par exemple, si c'est un outil, une batterie informatisée, si on n'a pas d'ordinateur, on se doutera bien qu'on ne pourra pas faire passer ce test-là. Et donc voilà, prendre en compte tous ces éléments pour réaliser une évaluation qui va être complète et précise du patient. Donc aujourd'hui, l'EBP, l'EBA, ce sont des recommandations de bonne pratique qu'on entend largement, qu'on voit largement dans la littérature, on voit beaucoup de choses qui se développent dans ce sens-là, mais est-ce qu'on peut vraiment dire que ces approches sont réellement bien appliquées à 100% dans la pratique, dans majorité? Je ne pense pas. Et donc, en fait, ici, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Loin de moi l'idée de me jeter la pierre aux cliniciens, j'ai été clinicienne aussi et donc je sais exactement ce que c'est. Et donc là, aujourd'hui, on l'explique comme ça, c'est que les psychologues et les neuropsychologues sont confrontés donc à une réalité clinique qui est extrêmement complexe pour plein de raisons, pour une densité de patients qui est énorme, une réalité financière, des listes d'attente, des contraintes administratives, etc. Donc une réalité clinique qui restreint énormément le temps alloué aussi à tout ce qui est recherche de données scientifiques, pour reprendre ce pilier-là qui est souvent
celui qui fait peur. L'évolution très rapide des outils et des technologies qu'il faut suivre, formation continue, etc. Mais encore une fois, on n'a pas un temps extensible. Et le dernier élément qui explique ça, c'est que l'évolution rapide des connaissances issues de la recherche. Et donc on voit qu'il y a vraiment eu, ces dernières années, une explosion des données issues de la littérature. Et donc ici, on se retrouve vraiment face à une galaxie de données scientifiques. Et il faut pouvoir s'y retrouver à l'intérieur. Il faut pouvoir sélectionner les informations qui vont être pertinentes, savoir les analyser avec un regard critique, savoir trouver aussi dans des éléments qui ne font pas consensus. Des fois, on a les deux. On a deux discours différents. Comment est-ce qu'on se positionne dedans? Donc c'est vraiment s'y retrouver, se frayer un chemin dans ces données qui peuvent être énergivores aussi et nous perdre un petit peu. Donc aujourd'hui, globalement, on estime que le BP est assez bien appliqué, en termes de piliers de BP, on a 3 piliers sur 4 qui sont assez bien appliqués par les cliniciens, qui sont peut-être plus faciles à appliquer pour le clinicien. Donc le pilier patient, prendre en compte les caractéristiques de son patient, le pilier clinicien, prendre en compte son expertise et son expérience dans ses décisions cliniques, le contexte aussi, donc les infrastructures, l'organisation. Mais par contre, le pilier recherche est un pilier qui, aujourd'hui, est vraiment beaucoup plus difficile, raison pour laquelle on restreint souvent le BP à la recherche, parce que c'est un peu le pilier qui fait peur. Donc il y a une étude qui a été réalisée en 2022 et qui montre en fait les freins, qui a identifié les freins à la recherche de données probantes, donc de données de la littérature scientifique. Et donc ces freins, ils sont ici. Premier, pas de surprise, le temps. Deuxième, la langue. Très difficile d'accéder à des données majoritairement anglophones quand la plupart des cliniciens ont cette barrière de la langue et ne se sentent pas suffisamment à l'aise avec l'anglais. On a également tout ce qui est connaissance, savoir où est-ce qu'on va aller chercher l'information, comment est-ce qu'on la cherche, cette information, comment est-ce qu'on sélectionne correctement les données, comment est-ce qu'on accède aussi, parce qu'il y a aussi une contrainte de prix pour accéder aux différentes ressources. Payer forcément plein d'articles tout le temps, c'est peut-être pas forcément idéal quand on est clinicien. De tout ce qui est aussi évaluer la qualité scientifique et psychométrique de ce qu'on est en train de lire en termes d'articles, en termes d'outils, etc. Et l'utilité et la pertinence de ce qu'on va aller sélectionner dans la littérature. Donc ce que je disais, par rapport au fait qu'il y ait un grand nombre de données, comment est-ce qu'on se dit, oui, cet article est vraiment pertinent pour ma situation clinique, là où celui-là l'est peut-être un petit peu moins. Et donc tous ces freins font qu'aujourd'hui les cliniciens ne font pas ou font trop peu cette démarche de recherche dans la littérature. Et si on doit faire un focus sur justement les outils d'évaluation, il y a aussi un gros problème pour les chercheurs qui sont auteurs d'outils d'évaluation, parce qu'aujourd'hui on estime qu'entre le moment où un chercheur publie un outil d'évaluation dans la littérature et le moment où il est réellement utilisé sur le terrain, on a une moyenne de 10 ans. Donc on sait bien que les outils d'évaluation en 10 ans, on sait bien ce que le temps fait aux outils, et donc ici, on voit très bien le problème que ça peut créer. Et pourtant, vu le nombre d'outils qui sont publiés régulièrement, qui sont remis à jour, qui sont pertinents, qui sont valides, etc., on se dit que les cliniciens auraient tout intérêt à aller chercher dans la littérature, mais à cause de ces freins, ils ne le font pas. Et donc ici, en termes d'évaluation, on va se concentrer beaucoup plus sur l'évaluation clinique aujourd'hui, donc sur l'EBA, donc nous c'est vraiment ce qui nous occupe. En termes d'évaluation, nous ce qu'on observe aujourd'hui ce qu'on observe, parce que beaucoup observent, on n'est pas les seuls à observer, mais c'est que les cliniciens, aujourd'hui, au niveau de l'évaluation, à cause de ces freins, ont tendance à utiliser des outils d'évaluation qui ne sont pas adaptés à leurs patients, donc qui ne sont pas forcément adaptés aux situations cliniques. Donc par exemple, ils vont utiliser un même outil pour poser un diagnostic ou pour suivre l'évolution de leur patient, ou comprendre le trouble de leur patient et suivre l'évolution de leur patient, ou faire du dépistage par exemple. Et donc ici, on sait comment sont construits les outils d'évaluation avec des caractéristiques spécifiques, et donc les cliniciens ne prennent pas en compte ou pas suffisamment en considération ces caractéristiques psychométriques aujourd'hui pour les adapter à la situation clinique. L'utilisation des outils également et l'interprétation des résultats n'est pas suffisamment nuancée non plus en fonction des constructions des tests et de leurs caractéristiques. Et donc voilà, donc ils utilisent les mêmes outils et également on voit qu'il y a une difficulté à sélectionner les outils. Aujourd'hui, la sélection des outils va se faire davantage sur ce qu'on a vu pendant nos études, les outils qu'on nous a présentés, ce que les collègues nous recommandent. Donc par exemple, si on travaille au sein d'un centre pluridisciplinaire ou d'un hôpital, si un collègue dit « Ah, moi j'utilise ce test », voilà, beaucoup de cliniciens qui vont se dire « Ah allez, utilisons ce test », sans remettre en question, sans recul critique. Et donc voilà, et également les tests qui sont vus pendant les formations ou alors qui sont
diffusé largement par les éditeurs. Donc voilà. Et donc, en fait, c'est sur base de tout ça, tous ces éléments-là et cette pratique actuelle, ça fait que les cliniciens, généralement, prennent des décisions cliniques sur des résultats qui sont du coup discutables, puisque peu nuancés, les outils ne sont pas forcément adaptés, etc. Et donc ici, voilà, les cliniciens ont tendance à poser des décisions cliniques pour la suite, pour leur prise en charge, qui risquent de perdre en efficacité thérapeutique pour leurs patients, puisque les résultats de base ne sont pas forcément hyper stables, quoi. Et donc c'est sur ce contexte-là est né le projet Tool to Care, donc en vue de tout ça, de l'application de l'EBP qui est encore discutable, des difficultés à aller chercher les données dans la recherche scientifique, de l'évaluation, des pratiques évaluatives aujourd'hui, des outils d'évaluation, etc. C'est sur ça qu'une équipe de l'Université de Liège s'est penchée pour apporter une solution. Et donc là, je vous propose de passer à l'émergence du projet. Donc comment est-ce que le projet a été construit et la méthodologie qui a été appliquée. Donc en termes d'équipe, voilà l'équipe qui s'est penchée sur cette problématique. Donc initialement Sylvie Willems, qui est neuropsychologue, professeure de neuropsychologie à l'Université de Liège. Donc notre projet est belge, si vous ne l'aviez pas encore compris. Et donc Sylvie Willems s'est penchée sur cette thématique et s'est entourée de plusieurs personnes pour vraiment réfléchir à un projet qui allait apporter une réponse concrète aux cliniciens. La réflexion de base, c'était de se dire, ok, on apporte plein de recommandations de bonnes pratiques aux cliniciens, le BP c'est super, on est tous d'accord, mais comment en pratique les cliniciens l'appliquent? Et ça, aujourd'hui, il n'y en a pas d'outils concrets à leur proposer. Et donc c'était la réflexion qui a été menée avec Marie Gurten, qui est aussi professeure en neuropsychologie à l'Université de Liège, Jonathan Burnet, docteur en psychologie et psychologue clinicien, Jacques Grégoire, ancien professeur de psychométrie à l'Université de Louvain, Christelle Maillard en orthophonie également à l'Université de Liège et Nancy Durieux qui, elle, est davantage spécialisée dans tout ce qui est evidence-based practice au sein de l'Université de Liège aussi. Et donc la motivation centrale, ça a été de dire il faut améliorer les pratiques cliniques des psychologues, neuropsychologues et des orthophonistes. Comment est-ce qu'on fait ça? On veut créer des ponts entre la recherche scientifique et la pratique clinique. Et concrètement, on a décidé de répertorier les outils d'évaluation francophones qui existent sur une seule et même plateforme et en rendant les informations scientifiques de ces outils accessibles aux cliniciens. Donc la méthodologie qui a été appliquée pour ça, la première étape, ça a été de créer une grille d'évaluation objective des outils. Donc pour chaque outil, on a une présentation comme ceci avec chaque objectif d'évaluation qui sont issus de la littérature scientifique et qui ont été établis justement par les professeurs de psychométrie qui ont travaillé au sein de l'équipe, etc. Et donc ici, on a les 4 objectifs principaux de l'évaluation. Donc soit on est dans une démarche de compréhension, donc là on a vraiment envie d'établir un projet thérapeutique avec le patient, de voir les différents objectifs qu'on va poursuivre avec lui. Soit on est dans l'efficacité thérapeutique, donc est-ce qu'on va voir si notre prise en charge a eu un impact positif sur le patient et si cette prise en charge a eu l'effet attendu et si en fait les effets observés chez notre patient sont liés à notre prise en charge. Donc ça, c'est ce qu'on va évaluer avec l'objectif d'efficacité thérapeutique. On va avoir également l'objectif de détection. Donc là, on est beaucoup plus dans du dépistage, évaluer plus rapidement. C'est une première approche pour aller dépister la présence ou non de troubles. Et la démarche diagnostique, de pouvoir attester si oui ou non il y a la présence d'un trouble chez notre patient. Et donc apporter des éléments par rapport à ça. Et donc, pour chaque outil d'évaluation, on réalise une analyse en amont, objective, que je vous présenterai juste après, et on établit des notes sur 10 pour dire à quel point l'outil est pertinent pour tel ou tel objectif. Donc c'est une manière visuelle d'aider les cliniciens à présélectionner en fait les outils sur base des caractéristiques psychométriques. Je vous montre un extrait de cette grille parce que je me suis dit que vous mettre toute la grille complète, ça allait être indigeste au possible. Donc je vous ai juste montré un petit extrait de cette grille, mais vous pouvez la retrouver sur la plateforme Tool to Care, donc voilà, elles sont disponibles. Donc cette grille d'évaluation, donc déjà tout à gauche, on a les propriétés. Donc on a identifié, issu de la littérature, les propriétés qui étaient importantes à prendre en compte pour bien sélectionner un outil en fonction de son objectif. On a les critères de cotation, donc ça ici c'est les référents qu'on se donne. Est-ce que si cette propriété est présente, on attribue 1, si elle est absente on attribue 0, enfin voilà. Donc c'est les différents critères de cotation qu'on a ajoutés. Et on retrouve ensuite les 4 objectifs d'évaluation.
On a fait un code couleur et donc ici on a priorisé par exemple les propriétés donc validité théorique et de contenu. On voit que pour l'objectif comprendre et pour l'objectif diagnostiquer, ce sont des propriétés psychométriques qui sont essentielles. Elles doivent être présentes, essentielles pour que l'outil soit pertinent pour comprendre ou diagnostiquer un trouble. Ensuite, en vert, on a donc des caractéristiques psychométriques qui sont importantes. Donc on a essentiel, important, secondaire. Et donc là, ok, c'est bien qu'elle soit présente, mais ce n'est pas essentiel pour tel ou tel objectif. Et en gris, on a les caractéristiques psychométriques qui sont secondaires. Et donc comme ça, pour chaque outil, on préanalyse comme ça chaque outil avant. Donc on extrait les informations de l'article de référence ou du manuel. On extrait toutes ces informations-là pour les mettre dans ce tableau-là et pour pouvoir donner une note objective pour chaque objectif d'évaluation. Et donc ici, l'ambition, c'était vraiment de synthétiser l'information scientifique pour que le clinicien puisse présélectionner plus facilement. Ensuite, la deuxième étape du projet, ça a été, on a reçu des financements, donc c'est par un programme qui est de l'Université de Liège et de la Wallonie en Belgique. Donc c'est le programme FSO, First Spin-off, donc c'est-à-dire que ce sont des projets de recherche qui vont devenir des entreprises par la suite. Et donc là, ici, c'est un financement spécifique pour soutenir les projets de recherche à devenir des projets plus autonomes par la suite. Donc on a reçu ce premier financement-là. Et la condition pour ce financement-là, c'était de créer une entreprise autonome. Je mets entreprise entre guillemets parce qu'ici, on n'est pas dans une démarche commerciale dans notre projet ici. Et donc, c'est pour cette raison qu'on a créé une coopérative. Donc, une coopérative, c'est un collectif de personnes qui se rassemblent afin de poursuivre ensemble un projet dans un intérêt commun. Donc, en fait, autrement dit, il s'agit d'une entreprise qui appartient à ses utilisateurs et qui met tous ses utilisateurs autour de la table pour dire « Ok, qu'est-ce qu'on fait du projet? Où est-ce qu'on va? Si le projet gagne de l'argent et fait des bénéfices, qu'est-ce qu'on fait de ces bénéfices? Est-ce que vous voulez récupérer les bénéfices? Est-ce que vous voulez qu'on développe d'autres projets? Est-ce que vous voulez qu'on les réinjecte dans de la recherche ?» Et donc voilà, c'est vraiment un projet participatif. Et donc nous, les acteurs qu'on a autour de la table, dans cette coopérative, on a des associations professionnelles, donc qui, eux, leur mission, c'est vraiment d'améliorer les conditions cliniques des cliniciens qui sont affiliés chez eux. On a des chercheurs, donc justement dans tout ce qui est soutien à la formation des futurs professionnels, enseignants-chercheurs, mais également pour aider ces chercheurs à diffuser plus largement leurs outils. Je reviens aux 10 ans en moyenne d'utilisation des outils qui sont publiés par les chercheurs. Ici, nous, notre ambition, c'est vraiment d'aider les chercheurs à diffuser plus vite leurs outils d'évaluation. On a également les cliniciens, bien évidemment, qui sont les premiers concernés ici dans cette démarche d'amélioration des pratiques et de développement d'outils concrets pour les aider. Et pour terminer, les centres pluridisciplinaires qui ont encore une autre réalité et une mobilisation des équipes. Et donc ici, on a vraiment cette communauté de participants et d'acteurs qui sont concernés par la thématique et qu'on a mis autour de la table pour faire évoluer le projet, pour le développer en amont, mais également pour continuer à le développer maintenant et qu'on consulte toujours dans toutes les décisions. Et donc la quatrième étape de cette création de projet, ça a été de créer donc un appel à coopérateurs. Et donc là, c'est à ce moment-là qu'on a créé la coopérative et qu'on a dit, voilà, qui veut soutenir le projet, vienne nous rejoindre, soutienne le projet financièrement. Donc là, c'est un financement participatif qui s'est mis en place. Donc qui veut soutient le projet et si on voit qu'il y a une belle réactivité, alors on lancera le projet et on pourra commencer à fonctionner. Et donc de cet appel à coopérateurs, on a eu 170 coopérateurs. Et donc on a pu commencer le projet et on a également été soutenu par un autre acteur wallon qui s'appelle Walter, qui soutient les coopératives financièrement. Et donc voilà, donc on a quand même un bel écosystème qui s'est créé autour du projet. Et donc de toute cette méthodologie-là, de toutes ces étapes, de tous ces financements, de tous ces acteurs qui se sont mis autour de la table, quels sont les résultats en fait, de cette mise en commun? Et donc ici, je vais vous présenter la plateforme et les premiers résultats qu'on observe, les premières retombées. Donc la première mission ici qu'on a poursuivi avec le développement de la plateforme, c'était vraiment de faciliter l'accès à l'information, aux informations scientifiques pour les cliniciens. Et donc pour ça, on a développé la plateforme Tool2Care qui répertorie les outils d'évaluation francophones sur une seule et même plateforme. L'objectif est vraiment ici d'être exhaustif, on ne l'est pas encore, mais notre objectif c'est de le devenir, et donc de vraiment faciliter cette recherche des outils d'évaluation. Donc la plateforme a été lancée en septembre 2022, donc elle a plus ou moins 1 an et demi maintenant. Et les ambitions de cette plateforme, c'était vraiment de répondre aux différents freins que je vous ai présentés juste avant, de prendre ces freins et de se dire comment est-ce qu'on va y répondre ici
pour aller chercher des outils d'évaluation. Le temps, une seule et même plateforme pour aller chercher toutes les ressources, avec un moteur de recherche ultra simplifié pour faciliter la recherche. La langue, on se concentre que sur les outils d'évaluation francophones, donc Canada, Suisse, France, Belgique. On a également tout ce qui est connaissance et accessibilité, il n'y a qu'une seule plateforme à connaître. Comme je disais, la recherche est simplifiée. On accompagne aussi les cliniciens jusqu'à l'obtention du test. Donc c'est-à-dire que, je vous le montrerai après sur les fiches, on a vraiment un bouton pour soit aller sur le site de l'éditeur quand l'outil est payant, soit télécharger gratuitement l'outil, ou alors se rendre sur le site où on peut le trouver gratuitement, ou alors on met l'adresse mail de l'auteur qui a publié l'outil pour que le clinicien puisse le contacter et demander l'outil. Donc on accompagne vraiment dans cette accessibilité jusqu'à l'obtention du test. Et on a également un accompagnement, enfin une aide, on a vraiment voulu répondre aussi à ces difficultés de sélection des informations. Donc la grille que je viens de vous montrer, ça aide les cliniciens à présélectionner leurs outils sur base d'indices visuels, de notes, enfin voilà, d'aller plus vite. D'utilité et de pertinence en fonction des différents objectifs d'évaluation. Donc un clinicien saura rapidement, ok, moi je veux poser un diagnostic, voilà, je sais que je vais regarder cette note-là, c'est celle-ci qui va être la plus importante. Et en termes d'évaluation de la qualité psychométrique, on se rend compte que c'est ce qui est très difficile chez les cliniciens aujourd'hui. Et donc de pouvoir synthétiser, extraire ces infos, les synthétiser, tout en les mettant à disposition des cliniciens qui veulent aller les voir. Mais en les synthétisant, ici on essaye d'accélérer et d'améliorer l'utilisation de ces qualités. Donc ici pour vous montrer quelques exemples, donc, par rapport à la recherche qu'on peut faire sur Tooltoolcare, on a déjà un premier critère de recherche qui est le domaine dimension. Donc là ici j'ai mis addiction. Et donc là ici on va trouver tous les outils d'évaluation qui sont répertoriés pour l'addiction. Et à chaque fois vous voyez qu'on nous indique les notes en fonction des différents objectifs. On nous indique également la population avec laquelle on va travailler, donc c'est plutôt ici. Et on va également indiquer le concept qui est mesuré par l'outil plus précisément. Et on indique également le type d'évaluation ici qui va être le test. Donc on peut également faire une recherche en fonction du type d'évaluation qu'on veut. Donc là ici j'ai mis une grille d'observation par le proche et donc là on va avoir également tous les outils qui répondent à ça. On peut faire une recherche combinée mais ici je voulais vous montrer critère par critère, comme ça vous donnait plus de diversité aussi des différents outils qu'on peut retrouver sur la plateforme. On peut également chercher en fonction de l'objectif d'évaluation dans lequel on est, donc en fonction de l'évolution du patient, là on voit un peu les outils qui sont très pertinents pour ça. En fonction aussi de la population avec laquelle on travaille, on peut préciser, on a vraiment mis assez large au niveau des populations. Donc là ici par exemple enfants avec troubles somatiques, mais on peut aussi avoir personnes âgées, on a plus de 65 ans, on a vraiment avec psychopathologie, on a les adolescents, on a les adultes, on a les enfants, on couvre un large panel d'âge et de populations spécifiques pour vraiment aller chercher spécifiquement les outils qui vous intéressent. Et ici, important aussi, il y a l'âge que vous pouvez préciser. Si l'âge compte vraiment dans votre évaluation, vous pouvez aller le préciser aussi quand vous cherchez un outil. Et pour terminer, on a ce dernier critère de recherche qui est plus mots-clés. Et donc là, ici, c'est si vous cherchez un outil spécifique ou si, par exemple, vous utilisez déjà un outil et vous vous dites, tiens, comment il est mon outil finalement et donc, pourquoi est-ce qu'il est construit initialement. Ici, vous pouvez aller voir un peu l'analyse de votre outil. Ou si vous avez entendu parler d'un outil et que vous voulez voir un peu ce qu'il vaut, voilà. Et donc ici, j'ai pris un exemple pour un outil plus Alzheimer. Et donc là, on voit que pas terrible, mais voilà, au moins on voit un petit peu ce que ça donne. Et si on veut aller plus en détail dans l'outil, on peut cliquer sur la fiche. Donc, je vais peut-être juste vous montrer, mais ici vous voyez voir la fiche, vous pouvez aller rentrer dans le détail et ici vous allez trouver tout un tas d'informations beaucoup plus précises sur l'outil. Et donc l'objectif c'est en amont, quand les cliniciens voient tous les outils d'évaluation qui sont répertoriés, puissent présélectionner rapidement ceux qui sont les plus pertinents. Et une fois qu'ils ont présélectionné, d'entrer dans la fiche et de dire ok, est-ce qu'il est vraiment utile en fonction du matériel qui va être important. Donc là, on est plus dans le pilier contexte et environnement. En fonction des compétences, en fait, est-ce que l'outil est destiné aux psychologues? Ah non, c'est pour les orthophonistes, ok. Donc en fonction de ses compétences, de son expertise de clinicien, en fonction aussi peut-être de la population sur laquelle ça a été standardisé. Donc si par exemple on est en France mais que l'outil a été standardisé au Canada et qu'on est sur un test de vocabulaire,
peut-être se dire, bah voilà, peut-être est-ce que c'est vraiment réellement l'outil qui sera le plus pertinent. Et donc voilà, d'avoir toutes ces informations-là et de voir aussi les caractéristiques psychométriques. Donc là, vous allez retrouver toutes ces infos ici. Ici, vous allez pouvoir retrouver la grille d'évaluation que je vous ai présentée avec les différentes caractéristiques psychométriques qui ont servi à établir ces notes. Donc elles sont toutes téléchargeables sur les fiches si vous voulez aller voir. Et ici, comme je vous le disais, on a le fameux bouton pour accéder à l'outil. Donc là, ici, cet outil, il est accessible en contactant l'auteur, mais on pourrait avoir aussi accédé à l'éditeur ou accéder télécharger l'outil gratuitement. Et ensuite, on a également tout ce qui est données psychométriques de l'outil. Et donc là, on peut vraiment aller chercher, en fonction des différents paramètres qu'on peut changer ici, les différentes caractéristiques psychométriques de l'outil qui vont être intéressantes pour nous dans l'interprétation des résultats, dans justement l'analyse de l'outil en amont, etc. Donc tout ça, vous retrouvez ça. Et bien sûr, toujours les références sur lesquelles on s'est basé pour extraire toutes ces infos. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est outils d'évaluation qu'on trouve sur la plateforme. Il y a une autre fonctionnalité qu'on a développée sur Tooltoocare qui est peut-être un peu plus spécifique aux cliniciens, quoique. Ça s'appelle l'aide statistique, donc c'est un peu barbare pour le moment, mais on est en train de l'améliorer, mais c'est important de savoir que ça existe. L'objectif de cette fonctionnalité, c'est de suivre l'évolution d'un patient. Et donc en fait, on aide au niveau des calculs statistiques pour voir si les résultats avant-après sont significatifs. Et donc ici, on propose cette petite fonctionnalité. On a soit la statistique 1, ça c'est si on a utilisé un outil qui est standardisé et pour lesquels on a des normes, par exemple écart type, moyenne, etc. Donc on utilisera celle-ci. Par contre, si on n'a pas utilisé d'outil standardisé et que ça a été une mesure un peu maison pour évaluer certaines choses, comme les lignes de base dont on parlait d'un moment, par exemple, et ben on utilisera la statistique 2. Et donc là, il y a des statistiques qui ont été établies. Et donc, ici, quand on utilise ces petites statistiques-là, on obtient un résultat comme ceci et qui nous dit à chaque fois si la thérapie a été efficace, si les résultats sont significatifs avant-après. Voilà. C'est un petit outil qui est toujours bon de garder en tête, qui peut être utile. Et donc aujourd'hui, la plateforme Tooltoocare, donc elle a 1 an et demi, à peu près 1 an et demi. Et en quelques chiffres, pour vous situer un peu, on a 54 universités qui utilisent Tooltoocare aujourd'hui, donc 54 universités francophones en Belgique, en Suisse, en France, au Canada, au Maroc et au Liban. Donc on couvre quand même, on est sur un large territoire comme ça à ce niveau-là, donc c'est très chouette de voir qu'il y a du répondant. On a plus de 300 outils qui sont gratuits sur la plateforme, parmi les 450 qu'on a déjà répertoriés aujourd'hui. On ajoute des nouveaux outils tous les mois, on augmente tout le temps la base de données qu'on a créée et on essaye de privilégier un maximum des outils qui sont gratuits pour faciliter les accès. Et aujourd'hui, on a plus de 4500 utilisateurs de notre plateforme en 1 an et demi. Donc ce sont des résultats qui sont assez encourageants. Et ce sont des résultats qui nous ont permis aussi de faire de nombreux constats sur la pratique clinique, sur la manière dont les recommandations se font, sur l'utilisation des outils d'évaluation, etc. Et donc je vous propose qu'on voit un petit peu ensemble les limites du projet maintenant et les alternatives qu'on propose. Et donc par rapport à toutes ces observations, la première limite qu'on voit nous et la première, vraiment le premier constat qu'on fait, c'est que en fait les cliniciens, même avec un outil comme Tooltoocare, une plateforme qui répertorie, simplifie, vulgarise, synthétise tout, les cliniciens restent quand même réticents à l'implémentation d'une approche EBP, du pilier recherche, je parle du pilier recherche de l'EBP, notamment dans l'évaluation. Et donc là, ici, en fait, on observe que la recherche des données de la littérature, il y a encore une perception effort, impact positif qui est encore trop déséquilibrée. Ça demande trop d'efforts aux cliniciens, ou en tout cas, c'est trop perçu comme étant trop énergivore en fait, pour eux par rapport aux implications et aux impacts positifs que ça va avoir pour leurs patients et pour leur pratique clinique. La psychométrie est la bête noire des cliniciens, de la plupart des cliniciens. Il y a des exceptions, mais globalement, dès qu'on dit psychométrie, on ne nous écoute plus, quoi. Donc voilà. Et c'est très difficile de faire bouger des habitudes qui sont ancrées. C'est très difficile de faire changer les cliniciens d'outils d'évaluation qui sont utilisés depuis des années. On a beaucoup de cliniciens qui nous disent moi j'utilise ça depuis 20 ans. Oui, justement. Et donc du coup, c'est très difficile de faire changer les habitudes des cliniciens. Et en fait, on se rend compte que les cliniciens n'ont pas conscience des problèmes que créent les habitudes qu'ils ont et les pratiques qu'ils ont.
ou en tout cas il y a un manque de sensibilisation par rapport à ça. Et en effet, quand on a fait le test de dire à des cliniciens, est-ce que vous saviez que vous faites ça et donc du coup ça a tel impact? Ah non, je savais pas. Ah non, je savais pas. Et en fait, à la fin, on voit que les cliniciens se disent « Ah mais oui, en fait, c'est super important que je change mes habitudes. » Et donc, on voit que dès qu'on sensibilise un petit peu, il y a un changement, mais que c'est pas encore proactif dans la clinique. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de travailler sur un deuxième axe. C'est un peu la piste de solution qu'on essaye d'apporter en ce moment. C'est la création d'une formation pour vraiment faciliter la compréhension maintenant des informations scientifiques. C'est un peu comme si avec la plateforme, on avait donné une voiture à des personnes qui n'avaient pas encore le permis. Et donc là, ici, on essaye de donner le permis aux personnes pour qu'elles puissent aussi utiliser la voiture. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire en développant des supports pédagogiques. Donc là, on est en train de créer une formation qui a pour but de renforcer l'évaluation au service de la pratique clinique. Et donc, les objectifs de cette formation, ça va être de sensibiliser les cliniciens au risque d'une utilisation non adéquate des outils d'évaluation et la concrétisation des notions psychométriques dans la pratique clinique. C'est vraiment notre gros challenge du moment, c'est de prendre les caractéristiques psychométriques et de se dire ok, comment est-ce qu'on les fournit à un clinicien pour qu'il se sente un peu super puissant à la fin en se disant ok, ça va vraiment me servir ma pratique clinique, quoi. Le deuxième constat qu'on fait, c'est qu'il y a un manque de soutien financier qui est institutionnel et politique très important au niveau des soins de santé, au niveau des soins de santé mentale encore plus. Enfin, en tout cas, nous, on parle par rapport à la Belgique. Moi, je vois en France, visiblement, c'est pareil. Et donc, du coup, on voit qu'il y a des grosses difficultés. On a eu beaucoup de discussions avec des politiques, des institutions, etc. Parce que nous, notre rêve dans Tooltoocare et notre volonté première, c'était de dire la plateforme est gratuite et ouverte à tous. Sauf que, en réalité, c'est difficile de concilier l'accès au plus grand nombre de l'information scientifique et les coûts du projet et le fait de payer des gens pour travailler dessus, ajouter des nouveaux outils, développer une plateforme qui fonctionne, enfin voilà. Et donc, on a vraiment une grosse difficulté à combiner les deux. Et donc, pour ça, on a créé des abonnements annuels pour les cliniciens aujourd'hui. On fonctionne de cette manière-là, toujours dans l'espoir qu'un jour, la plateforme sera gratuite pour le plus grand nombre. Mais donc, du coup, on a fait des abonnements annuels et on fait des tarifs préférentiels pour nos coopérateurs et pour ceux qui sont affiliés à une association professionnelle qui est coopératrice de Tooltoocare. On propose la gratuité pour les étudiants, les enseignants et les chercheurs. Ça, c'était un truc qui était à cœur dans le projet, qui est dans l'ADN du projet aussi, créé par des chercheurs au sein d'une université. Volonté de soutenir la formation des étudiants, futurs professionnels, soutenir les chercheurs dans la diffusion de leurs outils, soutenir les enseignants dans la pédagogie, etc. Donc on a vraiment mis ça gratuitement. Et on propose également des soutiens financiers aux universités qui souhaiteraient soutenir le projet, permettre au projet de continuer. Donc c'est les 3 solutions aujourd'hui, enfin les 3 pistes sur lesquelles on est pour permettre au projet de continuer à évoluer. Et le troisième constat qu'on fait, c'est que ce projet-là, il nécessite une mobilisation plus importante et c'est essentiel d'avoir une mobilisation de tous les acteurs pour que ce soit un projet qui fonctionne. Donc d'un point de vue des chercheurs, en partageant les outils d'évaluation qui sont publiés, en mettant à disposition des cliniciens. Donc, on a rencontré beaucoup de chercheurs qui nous ont dit « Mais oui, mais moi, mes outils sont gratuits sur mon site. » Mais les chercheurs connaissent pas le site les cliniciens ne connaissent pas les sites des chercheurs, ne savent pas où les trouver, vont pas forcément sur ResearchGate ou ce genre de choses. Donc, ici, on a vraiment un décalage dans l'accessibilité des infos ici. Et donc, partager les outils d'évaluation avec nous pour qu'on puisse aussi les diffuser plus largement et gratuitement. Et également, on a créé un comité scientifique maintenant pour avoir des experts de certains domaines, en psychologie, neuropsychologie, orthophonie, pour avoir une expertise sur la formation aussi qu'on est en train de créer, pour avoir des expertises en fonction des domaines plus spécifiques d'évaluation. Donc voilà, tous les chercheurs qui souhaiteraient s'impliquer sont les bienvenus. Au niveau des universités, la mobilisation, elle passe par la sensibilisation des étudiants, comme aujourd'hui par exemple, la sensibilisation des étudiants à l'importance de l'EBP et de l'EBA, et également par le soutien aussi financier qui pourrait être apporté au projet pour que le projet continue. Et la troisième piste, c'est la mobilisation de tous, psychologues, neuropsychologues, orthophonistes, en devenant coopérateurs du projet et en se formant davantage aussi à toutes ces notions-là dont on vient de parler ici. Et donc ici, pour terminer un peu toute cette présentation, on peut dire que l'EBP, c'est une approche qui est développée dans le but de réduire l'incertitude qui caractérise la pratique des cliniciens, psychologues, neuropsychologues, orthophonistes. L'Evidence-Based Assessment, c'est un prolongement de l'EBP, ce sont les mêmes principes.
Et donc c'est vraiment ce principe de réduire l'incertitude dans l'évaluation pour pouvoir ainsi augmenter l'efficacité thérapeutique en posant des décisions cliniques sur base de résultats qui vont être fiables, qui vont être valides, qui vont être pertinents. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il existe un fossé entre les recommandations qui sont ici de la littérature et la réalité clinique, puisque y a de nombreux freins comme on en a discuté. Donc c'est vraiment sur ce constat de base que nous avons créé le projet Tool to Care. Et donc aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, c'est que le projet Tool to Care, il fédère, parce que en 1 an et demi, on a plus de 4500 utilisateurs, on travaille avec on a 54 universités qui sont utilisatrices, on a créé un comité scientifique, on a créé une coopérative pour fédérer les gens qui sont concernés autour de la problématique. Et donc on a tous ces éléments qui nous montrent qu'il y a une envie et qu'il y a une impulsion qui se crée, mais aujourd'hui, on a des limites, notamment financières, qui sont rencontrées. Par rapport à tout ce qu'on a parlé, et qui sont des freins majeurs finalement, même à la survie du projet. Et donc, les manières de soutenir le projet, si le projet vous intéresse et si vous y voyez aussi un intérêt, c'est de partager les outils si vous êtes des chercheurs ou si vous connaissez des outils qui ont été publiés ou autres, faire connaître ces outils-là, nous les partager, nous aider à augmenter cette base de données, participer au comité scientifique si ça vous intéresse aussi, d'apporter votre expertise, sensibiliser les étudiants à la démarche, soutenir financièrement de la part des universités et devenir coopérateur si vous voulez. Donc voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir été là.